Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. 10 000 enseignants fictifs sur les 16 000 enseignants communautaires, plus de 33 000 faux diplômes, également plus de 5 000 élèves fictifs et une perte de plus de 33 milliards de francs CFA au trésor public. C'est ce que révèle le ministère de l'Éducation nationale suite à une enquête. Et pour en parler au cours de cette émission, nous avons comme invité Koumba Yarissi, enseignante à la retraite, Dr Khalid Dambélé, enseignant-chercheur au Centre de recherche et d'analyse politique, économique et sociale CRAPES, et Djougamadi Sissoko de la Fédération nationale des parents d'élèves FENAPEM au téléphone. Alors, Madame Koumba Yarissi, nous allons écouter ce reportage de Idrissa Sako pour en savoir plus avant que vous nous donniez votre avis sur cette question. C'est suite à des enquêtes rondement menées par les autorités en charge de l'éducation qu'il a été décelé l'existence de 10 000 enseignants fictifs sur les 16 000 enseignants communautaires. Selon le département de l'éducation nationale, la prise en charge de 10 000 enseignants fictifs a occasionné une perte de 33 milliards au trésor public. Sur le déficit de bonne moralité dans le milieu scolaire, notamment chez les administrateurs et les enseignants, le ministre de l'Éducation a fait des révélations fracassantes. Selon lui, il y a certains enseignants qui prennent 4 salaires différents avec 4 matricules différents, mais ne travaillant que dans un seul établissement. Aussi, poursuit le ministre, il y a des morts vivants qui prennent des salaires depuis une dizaine d'années. S'agissant des faux diplômes, le ministre a révélé que la DRH de l'éducation a identifié plus de 3000 faux diplômes au moment de l'intégration des enseignants en 2016. Et pire, en complicité avec les cadres du département, certains promoteurs d'écoles ont des noms d'élèves qui n'existent même pas. Et ce nombre d'élèves fictifs dépasse les 5000 selon le ministre. S'agissant des cantines scolaires, le ministre déclare que l'État met plus de 3 milliards dans les cantines scolaires. Mais il avoue qu'il n'a vu aucune cantine fonctionnelle lors de ses tournées. Les actions seraient en cours pour nettoyer définitivement le fichier, mais aussi situer certaines responsabilités. Alors, Madame Koumba Yarissi, vous venez d'entendre les résultats d'une enquête à mi-parcours selon le ministère de l'Éducation nationale. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qu'il faut en penser? Je ne sais pas trop. Moi, ce qui me préoccupe, ce sont ces chiffres faramineux. Ce chiffre de 33 milliards. Monsieur Touré, en 2017, la masse salariale des personnels civils et militaires au Mali se chiffrait à 330 milliards de francs CFA. Quand on prend 33 milliards pour 10 000 enseignants fictifs, ça représente quoi? 10%. Mais est-ce que ça concerne des résultats d'une enquête concernant les salaires d'une année? Moi, je ne sais pas d'où vient. Cette enquête nous tombe dessus. Moi, je crois que le ministère ou tous ceux qui sont financés par l'argent public ont un devoir de redevabilité. Ces chiffres-là, moi, je ne m'y retrouve pas. Je ne m'y retrouve pas parce que je ne sais pas d'où ça sort. Parce qu'un enseignant, d'une école communautaire gagne au bas mot 300 000 francs par an. Je dis bien 300 000 francs par an, alors que quand on prend 10 000 enseignants, comme l'a dit le ministère de l'Éducation, ça veut dire tout simplement que ces 10 000 enseignants se partageant 33 milliards qui échappent donc au trésor public, gagneraient chacun 300 000 francs. Et le ministère signale qu'il y a des enseignants qui prennent 4 salaires. Mais je ne sais pas comment ça se passe parce que de toute façon, on a commencé depuis belle lurette à transférer des fonds. Et quand on transfère des fonds, des comptes rendus sont faits. Comment se fait-il qu'on transfère des fonds et qu'on les laisse aller, tout simplement, dans des poches, dans des trous, où je sais encore. Donc, que le ministère nous dise vraiment ce qu'il en est. Le ministère a la CPS, le ministère a toutes sortes de directions. Et d'ailleurs, la DFM, qu'est-ce qu'elle en pense? Est-ce que ce sont des chiffres révélés par la DFM? Moi, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas connaissance de la dite étude. Je ne l'ai vue nulle part. On aurait dû mettre l'étude sur le net. Alors, pensez-vous que ces chiffres ne sont pas crédibles? Qu'il y ait même 1 million
de faux enseignants de l'école communautaire, ça ne coûterait pas 33 milliards par an au Mali. D'accord. Docteur Khalid Dambélé, quel est votre avis sur ce sujet? Alors, au-delà des considérations qui viennent d'être distinguées par la Tanti, moi je crois que lorsqu'on regarde la situation, il y a un certain nombre de faits qui ressortent. On peut se résumer en 4 points. Le premier point, c'est que ce ne sont pas des faits nouveaux. En fait, il y a 2 ans de cela, en 2016, après un contrôle physique comme ça, également, il y a eu 13 000, enfin, ils ont fait état de 13 000 fonctionnaires et agents publics fictifs. Aujourd'hui, on parle de... Ça, c'était les fonctionnaires. Aujourd'hui, on parle de 10 000 sur 16 000 d'agents communautaires. Lorsqu'on fait la somme, ça fait 23 000. Donc, on commence à être habitué à ces révélations-là. Le second fait, c'est... Enfin, rien n'existe hors contexte. Aujourd'hui, on se demande le contexte actuel de cette révélation. En fait, pourquoi maintenant, tout de suite, dans une phase de pré-campagne, il nous faut ça? Il n'est pas sans pour autant ne pas considérer le fait qu'aujourd'hui, il est évident de constater que le système de gouvernance actuel est en perte de vitesse. Alors, une telle révélation qui vont certainement être suivis, si vous voulez, avec des mesures dites fortes, entre guillemets, vont permettre au régime peut-être de se donner, si vous voulez, une certaine crédibilité aux yeux du peuple. Sinon, à la base, ce sont des faits qu'on connaît. L'histoire en 2016, qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, il n'y a pas encore eu de mesures dissuasives contre ces pratiques-là. Le troisième point qu'on peut soulever également, c'est que lorsque vous partez dans les villages, dans ces campagnes reculées, ces mêmes enseignants-là, ce sont eux qui sont les assesseurs pendant les élections. Ces mêmes enseignants-là, ce sont eux qui sont, si vous voulez, des délégués. Alors, est-ce que quelque part, il n'y a pas, si vous voulez, un règlement de compte à l'avance, avant les élections présidentielles de 2018? D'autant plus qu'on sait que la plupart de ces enseignants dans les milieux reculés sont fortement opposés. Mais règlement de compte entre l'État et les enseignants. Entre les enseignants. En fait. Mais est-ce que de révéler ces chiffres-là, ce ne serait pas une perte de crédibilité au niveau de l'État, puisque c'est l'État qui est censé gérer? J'allais en venir au quatrième point. En fait, c'est même honteux aujourd'hui pour l'État de taper la poitrine pour ça. Pourquoi? Vous savez que le recrutement au sein même de la fonction publique passe par des étapes. Il y a d'abord l'étape du dépôt des dossiers. Ensuite, après avoir déposé le dossier, on met en place une commission qui est chargée de vérifier l'authenticité des diplômes. Ensuite, il y a la phase du concours. Après le concours, la phase du résultat. Après le résultat, la phase de répartition. Ensuite, l'intégration. Donc, comment vous pouvez m'expliquer que voici un système qui est en place, qui a suivi pendant tout ce temps-là. Pendant 2 ans, ces mêmes personnes sont là, ils n'ont pas été... Et aujourd'hui... C'est même plus que 2 ans, 10 ans, parce que voilà. Le ministère cite qu'il y a des morts vivants qui prenaient des salaires pendant une dizaine d'années. Justement. Donc aujourd'hui, on nous révèle cela à un instant précis comme ça, dans un contexte, si vous voulez, préélectoral. Donc moi, je me dis qu'il y a quelque part un lien entre cette révélation, vouloir se donner une certaine crédibilité, si vous voulez, au sein de l'opinion publique. C'est comme si on s'attaque à un faux débat. Parce que c'est réellement un problème qui existe. Aujourd'hui, je vais en terminer là-dessus. Le problème de l'éducation, M. Touri, ce n'est pas une question d'enseignants fictifs. Aujourd'hui, il faut réformer, tout le monde est d'accord là-dessus, le système éducatif dans sa globalité. C'est ça le vrai débat. Ça, moi, je me dis tout simplement qu'il nous faut en dormir debout. D'accord. Donc, Djougamadi Sissoko, vous êtes de la Fédération nationale des parents d'élèves, FENAPEM. Vous, que pensez-vous de cette révélation du ministère de l'Éducation nationale? Monsieur Sissoko? D'accord. Koumbayarissi, vous pensez que ces chiffres, entre guillemets, il faut douter de ces chiffres, c'est bien ça? Je doute en tout cas. Pourquoi? Je crois que j'ai le droit d'en douter parce que, comme il l'a dit, il faut quand même remonter à plus de 10 ans. Sous Alpha, donc sous le magistère de Alpha Oumar Konaré, il avait un slogan qu'il a voulu transformer un village, une école. Tout est parti de là. Le Mali n'avait pas les moyens de créer ces écoles et pourtant la Constitution, en son article 18 concernant la vie des personnes au Mali, prévoit, 17-18, prévoit l'obligation
d'envoyer tous les enfants à l'école. Une école laïque, une école gratuite. Tout le monde y avait droit. Pourquoi alors on a préféré aller vers les communautaires et obliger ou amener les communautés qui étaient pauvres comme Job au sortir de la dictature de 1968-91, les amener à banquer, entre guillemets, pour que les enfants aillent à l'école. Ça, c'est déjà une entorse à la Constitution de la République. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Les maires, les chefs de village, chacun se débrouillait comme il l'entendait. Ce n'était pas quelque chose d'institutionnalisé. Hein. On prend des dossiers. Non, ça n'était pas ça du tout. Donc, tout ce qui a pu se passer, c'est de la responsabilité de l'éducation nationale, des différents ministres qui ont gouverné jusqu'à présent, gouverné l'éducation. Alors, est-ce que l'actuel ministre voudrait montrer l'erreur des précédents ministres? L'ancien ministre, ce régime est là il y a quand même 5 ans maintenant. Il y a 5 ans maintenant. Si l'État est une continuité, pendant 5 ans, on pouvait corriger beaucoup de choses. D'ailleurs, le forum sur l'éducation qui s'est tenu en 2008 avait fait obligation à l'État, sur 5 ans, de reverser toutes ces écoles communautaires dans l'escarcelle de l'éducation. Elles devaient devenir des écoles communales, eu égard à la décentralisation. Donc, si ça n'a pas marché, ça veut dire tout simplement que l'État, le ministère a été laxiste, l'État a été laxiste, les parents d'élèves n'ont pas suivi et l'opinion n'en a pas fait cas. Mais et quel est le rôle? Vous oubliez le rôle des enseignants dans cette situation. Vous avez parlé de l'État, vous avez parlé des parents d'élèves, mais les enseignants eux-mêmes. Les enseignants, je ne sais pas, les enseignants, de quels enseignants voulez-vous parler? Ces enseignants communautaires même. Les enseignants communautaires, ils sont même allés à l'EID. Ils ont vu toute la République. Toute la République, rien que pour récupérer les 25 000. Mais cette enquête du ministère accuse certains enseignants de prendre 4 salaires. Moi, j'ai contacté le président de l'association des enseignants des écoles communautaires, qui est à Tombouctou. Il m'a dit ceci. Nous avons alerté en son temps, en 2016, je m'excuse, sur le fait que les certains services de l'éducation, je ne vais pas pointer du doigt X ou Tartampion, certains services embauchent des personnels de soutien en leur donnant le statut d'enseignant communautaire. Donc si cela est avéré, sur papier, ils n'ont pas le statut d'enseignants communautaires, mais si après, vous vous dites qu'il y a 10 000, d'ailleurs, c'est pas très crédible. Moi, je trouve que c'est pas très crédible, parce qu'en 2011, par exemple, il y a eu beaucoup d'embauches au niveau de l'éducation nationale en ce qui concerne les personnels de soutien qu'on a envoyés dans les CAP, dans les académies. Et il y a un problème depuis la transition au ministère de la fonction publique. Les jeunes gens qui étaient en quête de travail, on leur a dit, votre diplôme, ça ne compte pas. Venez si vous voulez du boulot. Tout le monde est embauché comme personnel de soutien. Que vous ayez la maîtrise ou le DEF ou le bac, ça ne fait aucune différence. Je crois que, M. Touré, vous êtes au courant de cette histoire. Donc, tout ça là est trop compliqué. C'est trop compliqué pour la compréhension du Malien lambda. Il faudrait que les gens aillent à l'essentiel. Et aujourd'hui, vraiment, ça n'est pas le moment. Ça n'est pas le moment et ça ne réglera rien du tout. D'accord. Écoutons Djougamadi Sissoko de la Fédération nationale des parents d'élèves sur la question.
10 000 enseignants communautaires fictifs, nous, on n'est pas d'accord avec, parce que tous les dossiers des enseignants des écoles communautaires ont passé par les services de l'État. Ce n'est pas le syndicat qui a amené les dossiers, ou bien ce n'est pas des individus qui sont allés déposer les dossiers. C'est des dossiers qui ont été dûment déposés au niveau des CAP, ont transité par les académies et qui sont arrivés au niveau de la DRH. Dans le dépouillement, c'est une commission. Dans la commission, il y a l'ensemble des syndicats, il y a la DRH, il y a le ministère de l'activité. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont dans la commission qui ont dépouillé l'ensemble des dossiers et qui ont trouvé le nombre 15 014 enseignants. Le contrôle physique n'est pas fini. Moi, je crois que si le contrôle physique n'est pas fini, on ne peut pas dire qu'il y a 10 000 enseignants fictifs. C'est une région, le contrôle physique n'a même pas commencé. À Ségou, par exemple, le contrôle physique n'a pas commencé. À Sikasso, le contrôle physique n'a pas commencé. À Gao, ça n'a pas commencé. À Tombouctou, ça n'a pas commencé. À Mauti, ça a commencé. À Kaï, ça a commencé. À Koulikoro, ça a commencé, ce n'est pas encore fini. À Bamako, ça n'a même pas commencé. Donc, on ne peut pas dire quand même qu'il y a 10 000 enseignants communautaires fictifs. D'accord, c'était donc la réaction de Soumaïla Hachmaïga, membre du syndicat national de l'éducation et de la culture, et donc Djougamadi Sissoko de la Fédération nationale des parents d'élèves. Vous pouvez réagir sur cette question? Oui, bon, moi d'abord, je vous adresse mes remerciements, et mes remerciements également à tous les auditeurs. Bon, c'est un problème qui est vraiment latent depuis très longtemps. Parce que pourquoi? La moralisation même de tout ce système-là, c'est la faute aux premiers responsables des départements. Ce n'est pas au niveau de l'éducation seulement que cela existe. Mais moi, je dis que quand on me dit que l'État n'investit pas dans l'école, ce n'est pas vrai. Seulement, moi, je doute fort de la moralité de ceux qui sont en train de gérer l'école du Mali. Je ne peux pas comprendre qu'on puisse nous dire aujourd'hui qu'il y a 10 000 enseignants fictifs qui existent sur la liste, qui existent au niveau de l'éducation nationale. Je ne peux pas comprendre ça. Donc moi, je crois que vraiment... Oui, monsieur Sissoko, vous dites que vous pensez que l'État investit bien dans l'éducation au Mali, mais vous doutez de la moralité de ceux qui sont censés gérer cette éducation. Est-ce que ce n'est pas l'État qui gère l'éducation? Monsieur Dambélé, à vous. En fait, juste pour reprendre un peu, parce que j'ai cru comprendre un peu là où est-ce qu'il voulait aller. Vous savez, lorsque vous prenez le budget national, c'est 33% à l'éducation qui est accordé à l'éducation nationale. Tandis que l'agriculture, ou bien le secteur primaire en gros, qui rapporte beaucoup plus dans la croissance économique, parce que quand vous regardez la croissance économique au Mali, vous verrez que le primaire apporte 40%. On n'a que 15% du budget qui est alloué là-bas. Tandis que l'éducation, qui aujourd'hui, c'est évident, quand vous rentrez dans nos amphis aux facultés, vous verrez que les conditions ne sont pas du tout à la hauteur. Pourtant, 33% du budget, c'est-à-dire de l'argent du dernier public, est investi dans ce secteur-là. D'où va l'argent alors? Donc, voulez-vous dire que 33% c'est trop ou les 33% sont mal gérés? Comparativement au secteur primaire ou à l'agriculture, par exemple, c'est trop, en fait. Si l'agriculture a lu, cela rapporte plus que l'éducation aujourd'hui, et qu'on a lu que 15% à l'agriculture et 33% à l'éducation, sur le thème d'avantage, on voit que l'agriculture rapporte beaucoup plus que l'éducation. Pourtant, c'est censé être le contraire. Je vous donne un exemple encore plus palpable. Lorsque vous regardez aujourd'hui qu'il y a un décalage entre, si vous voulez, la formation, c'est-à-dire ceux qu'on forme, qui sortent et qui sont sur le marché du travail, et les besoins du marché du travail. Donc le vrai débat aujourd'hui, c'est dans la gestion de l'argent qu'on alloue à l'éducation. Le vrai débat aujourd'hui, c'est dans comment est-ce qu'on peut plus orienter les spécialités, on peut plus pousser les étudiants à aller dans des domaines qui sont vraiment recherchés sur le marché du travail. Donc c'est ça le plus, pour que l'éducation puisse encore apporter plus. En fait, si j'ai bien compris, c'est que le très cher voulait dire. D'accord. Vous pensez que ce qu'on alloue à l'éducation est trop, alors que les enseignants pensent qu'ils sont mal payés? Non, trop par rapport à ce qu'on alloue, par exemple, à l'agriculture. À l'agriculture. Voilà. D'accord. Et ça doit rapporter au terme de ce qu'on lui donne. En fait, chose qui n'est pas le cas aujourd'hui. D'accord. Madame Koumbayarissi, êtes-vous d'accord avec... C'est l'économiste qui parle. Vous allez bien souffrir que moi, je n'en sois pas d'accord. Pourquoi vous n'en êtes pas d'accord? Comment dire? Quelqu'un disait que si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez donc l'ignorance. Essayez l'ignorance. Le trou dans lequel le Mali se trouve aujourd'hui, quelque part, c'est à cause de l'ignorance. Les Maliens, le devoir de redevabilité, personne n'en fait cas. Les gens gèrent les fonds publics, les gens gèrent
des unités industrielles, etc., etc., ils ne rendent compte à personne. On parle de décentralisation, qu'elle soit poussée ou pas poussée, les communes ne rendent pas compte. Oui, mais 33% pour l'éducation, alors que les changements climatiques, le ministère de l'Environnement, par exemple, à 1%, est-ce que cela ne veut pas dire que ces 33% sont mal gérés? Les 33%, c'est pour tout le système éducatif. Oui. Et vous savez très bien, l'économiste doit le savoir, l'ajustement structurel est passé par là. Les différents programmes, PRODEC, PRODES, PRODEJ, depuis la fin de la dictature, c'est ce qui conduit, ce sont ces politiques-là qui conduisent nos vies. PRODEC, PRODEJ, PRODES. Vous parlez, vous vous émeuvez, l'émotion, ça n'est pas tant au niveau de l'agriculture. La justice, c'est moins d'1% du budget national. Est-ce que ce budget alloué à l'éducation est bien géré? Bien géré. Qu'est-ce qui est bien géré ici, au Mali? L'éducation étant un aspect de la gouvernance à l'éducation étant un aspect de la gouvernance de la République. D'accord. Djougamadi Sissoko, vous êtes revenu avec nous? Monsieur Sissoko? Vous voulez réagir, M. Dambélé? En fait, je crois que la tante n'a pas compris. À aucun moment donné, mon intention n'était pas pour dire que ce qu'on a lu à l'éducation était gigantesque au point où on va dire qu'il ne faut pas investir dans l'éducation. Pas compris, hein, c'est Touré qui m'a posé cette question. Je voulais juste dire que comparativement en fait, à ce qu'on a lu aux autres secteurs, parce que l'intérêt c'est quoi? L'intérêt c'est que lorsqu'on investit dans un secteur, il faut que le secteur rapporte en retour. Lorsqu'on regarde ce qu'on donne à l'éducation et qu'il n'y a pas un retour sur l'investissement, quand même, il y a lieu de se demander comment est-ce que rapporter. Il a soulevé la question matériellement, qu'est-ce que l'éducation Il a soulevé la question de la malformation parce que selon lui, tout de suite, ça c'est les choix. D'accord. C'est pas l'éducation, oui, c'est les choix. C'est les politiques éducatives. Poursuivez, qui ne marche M. Dambélé. Voilà. Donc je voulais juste vous dire que, si toutefois elle pouvait me laisser terminer, je voulais juste vous dire qu'aujourd'hui, il y a un problème d'orientation en fait. Il y a un système éducatif qui est en place aujourd'hui au Mali qui ne colle pas du tout avec les besoins du marché du travail. Et c'est ce qu'il faut dire. Donc aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut aligner les besoins du marché du travail avec, si vous voulez, les spécialités choisies, les spécialités qui existent aujourd'hui dans nos facultés. Moi, je crois que c'est là où je voulais dire tout simplement qu'en termes d'apport, de retour sur l'investissement, aujourd'hui c'est peu. Vous avez, si vous voulez, des sociologues, anthropologues qu'on forme dans nos facultés aujourd'hui, qui même lorsque l'État fait des concours de fonction publique, l'État n'a pas besoin de ces étudiants-là, de ces spécialités. Comment est-ce que vous pouvez comprendre que des gens qui terminent l'université pendant 4 ans, ils sont au chômage plus de 10 ans, quand ils regardent un appel à candidature avec un concours, ils ne voient pas leur spécialité. À quoi bon de maintenir une telle filière si ce n'est pas pour former des déchets? Donc moi je dis tout simplement qu'aujourd'hui, en termes de ce qu'on injecte dans l'éducation, on doit se débrouiller à ce qu'en retour, l'éducation puisse apporter. Et c'est un débat qui n'a rien à voir avec le fait que on n'investit pas ou on investit trop à l'éducation. Ça c'est peut-être de la compréhension de la... non. Est-ce que vous acceptez que le gouvernement, dans l'éducation malienne, on continue à former des chômeurs, comme il le pense, Dr Dambélé? Oui, mais quand je vous dis que depuis Alpha Oumar... C'est pour poser une autre question. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Non, mais je ne peux pas être d'accord comme ça, à brûle pour point. Non, les filières dans les différentes universités, selon lui... J'en arrive. Oui. Depuis 1992, depuis l'avènement du mouvement démocratique, ce sont les mêmes politiques éducatives. Alors, les défis, aujourd'hui, se complexifient. La marche du monde n'est plus ce qu'elle était dans les années 90. Il va sans dire que ça ne va pas du tout. L'État a un grand rôle à jouer, mais est-ce que les enseignants qui sont les principaux acteurs ont réagi face à cette situation? Les enseignants ne confectionnent pas les politiques éducatives. Justement, eux qui sont la relève, eux qui constituent la relève. Moi, je ne parlerai jamais d'éducation en retour sur investissement. Non. Ce qu'on doit dire, c'est que quand un candidat se présente, il doit nous dire quels sont
comment dire, c'est selon quelle idéologie. Dans notre pays, il n'y a jamais d'idéologie. On ne sait pas qui est de droite, on ne sait pas qui est de gauche. Tout le monde a le même programme et ça donne le résultat qu'on connaît. Dans les autres pays, la politique est une science, hein. La politique est une science. Donc, quand vous gouvernez un pays avec les mêmes politiques pendant 3 décennies, on ne peut s'attendre qu'à des résultats de ce genre-là. Sinon, tout le monde sait, on le dit depuis longtemps, hein, pendant les différents forats, il y a incompatibilité entre la formation et c'est pas adapté la formation. Mais ça ne s'est jamais réglé parce que tous ceux qui viennent au pouvoir ont les mêmes politiques et ça ne marchera jamais. D'accord, docteur Dambélé, on va utiliser votre casquette d'économiste. Plus de 33 milliards de francs CFA qui ont été perdus. Comment l'État a pu accepter que ces 33 milliards disparaissent, pas pendant un mois, mais pendant plusieurs années, puisque l'État lui-même signale que des morts vivants ont été payés pendant une dizaine d'années. Et à quoi ces 33 milliards auraient pu servir? Pour répondre à la première question, il est évident qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde que pendant plus de, comme vous voulez dire, 10 ans, 33, ce n'est que pour les 10 000 lorsqu'ils disent. Mais en 2016, c'était 30 milliards avec les 13 000 fonctionnaires fictifs. Si toutefois on croit à ces chiffres. 33 plus 30, si vous voulez, ça fait 63. 63 milliards, c'est plusieurs hôpitaux. 63 milliards, c'est plusieurs écoles pour former nos jeunes. 63 milliards, c'est encore une fois une augmentation sur le salaire des fonctionnaires. 63 milliards, mon cher, c'est encore une fois pour subventionner les entreprises dans l'optique qu'ils puissent recruter davantage pour diminuer le taux de chômage. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, il est honteux pour nous, les Maliens, de savoir que pendant plus de, je ne sais combien d'années, il y a eu des personnes qui ont travaillé comme ça, effectivement, et que l'État n'a pas pu être en mesure de contrôler cela. N'y a-t-il pas des structures qui sont censées contrôler justement, cela? c'est ce que j'ai dit. Quand on prend le recrutement même dans la fonction publique, M. Touré, vous regardez qu'il y a d'abord une première phase qui consiste à la légalisation des diplômes à la mairie. Donc, l'intéressé, celui qui est intéressé par le concours de la fonction publique, il part à la mairie pour légaliser son diplôme. Ensuite, il fait un dépôt. Il y a toute une commission qui est constituée pour essayer de vérifier la crédibilité des diplômes. Ça, c'est avant même la liste des gens qui sont susceptibles de faire le concours. Après, on affiche une liste, les gens viennent faire le concours. Cela voudra dire quoi? Cela voudra dire que les diplômes qui ont été déposés, voici ceux qui sont bons et qui peuvent faire le concours. Ils font le concours, le résultat est sorti, ensuite on fait les répartitions, ensuite l'intégration. Donc, pendant tout ce processus-là, on n'a pas pu se rendre compte que il y a des personnes qui sont dont le diplôme n'est pas forcément plus crédible. De 3000 faux plus diplômes. de 3000 faux diplômes. Moi, je me demande dans quel état nous sommes alors, finalement. Demain, est-ce que ça ne sera pas le cas des journalistes? On ne va pas dire que M. Touré, son diplôme, forcément, n'est pas authentique. Donc, le vrai débat aujourd'hui, il n'est pas là. Le vrai débat, il est comment est-ce que nous pouvons essayer de voir la gouvernance du système éducatif. Je reviens là-dessus, même si Tantine n'est pas d'accord avec moi. Comment est-ce que nous pouvons investir sur l'éducation dans l'optique de former vraiment des personnes compétentes. Et c'est ça le vrai débat. En fait, ce n'est pas une question de vouloir bricoler quelques informations à l'approche des élections présidentielles pour redorer l'image de qui que ce soit. Vous pensez que c'est une stratégie de campagne? Je me pose la question. D'accord. Et Mme Koumba-Yarissi, vous pensez que ça rentre dans le cadre de la campagne? Moi, je ne rentre pas dans ça. Moi, je rentre pas dans ça parce que notre système éducatif est éprouvé depuis 1968. Depuis 1968. Mais pourquoi c'est aujourd'hui qu'une enquête est menée pour révéler ces c'est au ministère de vous le dire. Hein? C'est au ministère de vous le dire. Le ministère nous doit du respect. Le ministère nous doit nous rendre des comptes. C'est l'argent public, c'est les impôts du paysan qui fuit les terroristes aujourd'hui. C'est l'impôt de quelqu'un qui est dans le Sahel, qui ne sait pas s'il va rentrer à la maison. Donc, je crois que l'essentiel est ailleurs. Ça n'est pas qu'il y a beaucoup d'argent. Le Mali, c'était, ou du moins c'est, encore 1 242 000 km². Vous voyez, chaque matin, on brûle des écoles. Chaque matin, on brûle des écoles. Et puis, ce qu'il dit, ça, c'est la fonction publique de l'État. Il y a eu une autre fonction publique qu'on a fabriquée il n'y a pas longtemps. Et cette fonction publique, tenez-vous bien, ne dispose même pas de direction de solde.
Ça veut dire que si M. Touré est enseignant à Tombouctou, relevant de la mairie de Tombouctou, s'il est dans le communautaire, ce qu'on lui donne, ce n'est pas un salaire, parce qu'eux, ils n'ont pas de salaire, c'est 25 000 francs dévalués. Parce que depuis 92 et 94, 25 000 francs CFA, ça fait 12 500 francs CFA. Pour disposer de ça, il doit attendre 1 an, 2 fois. Parce que c'est décaissé une seule fois. C'est décaissé une seule fois. Et ce sont les gens de Tombouctou qui doivent s'arranger pour trouver des enseignants. Ça peut être quelqu'un qui est sorti, qui était en 6e, qui était en 8e. On les forme 2 semaines, on les forme 3 semaines et on dit que ce sont des enseignants. Je crois que c'est pathétique. C'est pathétique d'en arriver là. L'État, on a transformé notre pays en État voyou. Moi, c'est ça mon problème. On annonce également plus de 5 000 élèves fictifs. Alors, qu'est-ce que ces chiffres-là même coûtent aux élèves? Moi, ça n'est pas les chiffres. Il y a une autre solution. Quand on a opté pour la privatisation de l'école, on devait éviter d'en faire une privatisation sauvage. Dans tous les pays qui se soucient de l'avenir des enfants, dans tous les pays qui travaillent pour 10, 20, 30 ans. Parce que quand tu es élu, tu ne travailles pas pour 5 ans, hein, tu dois travailler pour ceux qui viennent après. Si tu fais une route, tu dois te dire que Bamako, c'était 200 000 personnes il y a 40 ans. Aujourd'hui, Bamako, c'est plus de 2 millions. Donc, quand tu construis une route, tu ne construis pas une route pour 2 millions de personnes. Tu dois penser que dans 20 ans, il y aura 4 millions de personnes. J'en reviens à l'école. Donc, quand vous prenez l'école malienne, qu'est-ce qu'on en a fait? On a juste attendu que la Banque mondiale, le Fonds monétaire, l'Union européenne et que sais-je encore nous disent dans quelle direction nous devons aller. Les 33% dont vous parlez, quelle est la part de l'enseignement supérieur? Là où on doit former, par exemple, les formateurs. C'est très peu. Tout l'argent est consacré à l'éducation de base. Pour quel résultat? Donc la privatisation, elle a été sauvage. On aurait dû tout simplement permettre... Ce sont d'autres qui nous dictent ce qu'on doit faire. Sommes-nous pas assez responsables pour décider de nous-mêmes? On tend la main toujours. On tend la main et vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. Vous êtes journaliste. Moi, je suis pauvre enseignante à la retraite. Bon, ce que je veux dire, tout simplement, c'est que... où est-ce qu'on en était déjà? Oui, parce que oui, on parlait de la privatisation. Donc, on devait demander à ceux qui ont de l'argent et qui sont du secteur d'investir dans le secteur de l'éducation. Qu'ils fassent leurs preuves pendant 2-3 ans. Si les résultats suivent, l'État commence à subventionner, c'est-à-dire à leur envoyer des élèves et à former des enseignants qui seront mis à leur disposition. Et le reste, ils se débrouillent. Vous avez le lycée Prosper Camara, les écoles catholiques, c'est comme ça. L'État ne leur reverse pas de sous. On leur envoie des enseignants. Ça aurait réglé beaucoup de problèmes parce que ces pauvres écoles privées n'ont pas d'enseignants. Ils n'ont pas d'enseignants. Et vous savez très bien qu'ils se murmurent que les sortants des IFM sont en train de se préparer pour prendre la rue, pour marcher parce qu'ils ne trouvent pas de travail. Or, c'est 1/3 des écoles primaires et des écoles fondamentales qui appartiennent à l'État. Comment est-ce que l'État peut former des gens dans les IFM et ne pas leur donner la possibilité d'avoir des carrières dans des écoles publiques, privées comme il faut? D'accord. Docteur Dambélé, comment expliquez-vous cette situation que même l'État investisse 3 milliards de francs CFA dans les cantines scolaires et selon le ministre Guindo, aucune de ces cantines scolaires n'est fonctionnelle aujourd'hui?
Si les chiffres, encore une fois, sont avérés, c'est scandaleux. En fait, c'est scandaleux de constater qu'il y a sur papier certaines choses qui sont dites et que dans les faits, ces choses-là ne sont pas vérifiées. Et Mme Koumbayar ici révèle également que ces choses qui sont écrites sur les papiers ne sont pas des projets des Maliens eux-mêmes, ce sont des projets dictés par des partenaires. Moi, je me dis tout simplement que, bien que vrai, ce sont des argumentaires parfois qui sont faciles. Pourquoi facile? Moi, aujourd'hui, bien que la mère qui reçoit est obligée de faire ce qu'on attend d'elle, mais à la limite, aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qu'il faut se dire en réalité. Ces histoires de corruption, par exemple, si ce sont des choses qui sont avérées, ce ne sont pas la Banque mondiale et le Fonds monétaire international qui les ont volées. Le rapport du vérificateur général sur les 3 années de gouvernance du BK de 2013 à 2015, qui a révélé plus de 70 milliards qui sont partis comme ça. Ce ne sont pas le Fonds monétaire international, encore moins la Banque mondiale qui l'ont volé. Donc moi je me dis à un moment donné qu'il est temps pour nous de se dire pourquoi ne pas gérer, bien qu'on nous dicte ce qu'on doit faire, qui est à déplorer, chose que je suis d'accord avec elle, à déplorer. D'une autre part, pourquoi aujourd'hui nous ne pas assumer nos responsabilités, nos gouvernants, pour qu'ils n'assument pas leurs responsabilités, pour pouvoir redonner à l'État un statut vraiment fort. Vous savez, le problème du Mali, c'est que nous avons un État très très faible, je vous jure. Et regardez par exemple le cas de 13 000 personnes qu'on a détectées en 2016. Si c'était vrai, pourquoi ne pas traduire ces personnes à la justice pour qu'ils puissent aujourd'hui reverser la somme qu'ils ont gagnée à l'État? Mais qu'est-ce qui explique cette faiblesse de l'État? Cette faiblesse de l'État, vous savez, c'est un ensemble d'institutions, en fait. Ce sont ces institutions-là qui sont vraiment faibles. Les individus qui les dirigent, plutôt que de les diriger avec des intérêts collectifs, les dirigent avec des intérêts tout malheureusement personnels qui n'intéressent encore une fois que leur propre motivation. Ce qui fait que, encore une fois, me renvoie à la question du fait qu'on a lu des budgets faramineux à un secteur et que très généralement c'est un budget qui est très mal géré. Comment se fait-il qu'aujourd'hui vous pouvez constater que nous nous retrouvons avec des amphithéâtres de 1990 à 91? Plutôt aujourd'hui on constate que voici le nombre d'étudiants est de chaque année en train d'augmenter. Donc l'infrastructure, il y a une crise patente même de l'infrastructure dans le secteur éducationnel. Donc il est clair que l'argent qu'on donne n'est pas bien géré et ce sont quelques individus qui les prennent et qui se les partagent. C'est pourquoi on voit que, encore une fois, dans pas mal de secteurs, aujourd'hui vous quittez l'éducation, vous partez dans la douane, vous trouverez que les chiffres vont encore être scandaleux. Vous quittez la douane, vous vous retrouvez dans le secteur des journalistes, certainement ça va être encore beaucoup plus scandaleux. Donc dans pas mal de secteurs, vous verrez qu'il y a chaque fois ces révélations-là qui, à la limite, nous devons nous remettre en question en disant que, mais attends, c'est quel type d'État comme ça où dans n'importe quel secteur, on constate qu'il y a des individus fictifs qui travaillent et que chaque année on fait des révélations, mais à la limite, aucune mesure sérieuse n'est prise. Donc l'État est tout simplement faible. Alors aujourd'hui, où est-ce que ça va dans l'école malienne? Justement, c'est là, quand vous regardez l'école malienne, à commencer par le primaire, le secondaire et le supérieur. D'ailleurs, Tanti a dit quelque chose que moi, je ne suis pas totalement d'accord avec elle, lorsqu'elle dit que c'est au supérieur qu'on forme les formateurs. Moi, je crois que la réelle formation, c'est au niveau même du primaire. Aujourd'hui, il y a des enseignants par défaut. En fait, il y a des gens qui sont enseignants tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu d'autre boulot. Ce qui fait qu'ils font très mal le travail. Et c'est ces mêmes personnes qui enseignent au niveau des primaires. Donc, chose qui, quand le formateur est mal formé depuis le primaire, celui dont il doit former ne sera pas bien formé. Mais là, donc, il va finir tout de suite et vous allez réagir. Oui, parce qu'il n'a pas compris ce que j'ai dit. D'accord. Terminé. Voilà, je voulais juste vous dire, elle m'a même fait perdre mon fil. Je disais tantôt que quand vous avez des anciens par défaut comment? Parce qu'il y a des gens qui terminent l'université parce que leur formation ne trouve pas d'embauche sur le marché du travail, ils deviennent enseignants par défaut. Ce n'est pas un choix prioritaire. Et ils feront mal le boulot. Cela est évident. C'est comme si j'ai pris une fonction par défaut d'une autre. Donc, ce qui fait qu'ils ne sont pas prédisposés à donner ces cours-là aux primaires. Si la formation elle est faussée depuis le primaire, ça va suivre au secondaire, au lycée. Même si vous avez des professeurs d'Harvard au supérieur, ça ne va pas marcher. Donc, c'est tout le système éducatif avec le recrutement même des enseignants qui doivent être revus. Former les formateurs depuis à la base, depuis le primaire jusqu'au supérieur. Non, former des formateurs, voilà ce que c'est exactement quand on est enseignant.
quand on n'est pas chercheur. Moi, je suis enseignante, je ne suis pas chercheur, monsieur docteur. Où est-ce qu'on forme les professeurs de lycée? C'est à l'école normale supérieure, ça c'est le supérieur. Et ces gens-là, ils descendent dans les IFM. Ce sont les gens des IFM et des écoles normales secondaires qui enseignent dans les écoles fondamentales. Mais est-ce qu'ils ne doivent pas partir avec une base déjà? Mais non, quand le système est cohérent, quand le système est cohérent, je l'ai dit d'entrée de jeu, après les ajustements structurels, même si vous n'en êtes pas d'accord, parce que nous, on a vécu ça dans notre chair, on n'a pas vécu... La cohérence dans la formation, non, il faut qu'ils comprennent que ce qu'on dit, quand vous détruisez l'éducation dans un pays, vous n'avez plus rien d'autre à faire. Hein. On a détruit l'éducation, comment? On a fermé les écoles de formation dans ce pays. On a envoyé des enseignants, on leur a donné quelques petits millions, et c'est comme ça que l'école malienne a plongé, ça tout le monde le sait. Mais revenons à la formation. Quand pour être formé, il faut des gens. C'est ça, les formateurs qui forment des formateurs. Oui, mais il a souligné les formateurs, ce sont... Les enseignants par défaut, selon lui. Bon, les enseignants par défaut, tout ça, c'est le fait d'aller trop vite en besogne. On est sorti de la dictature. Il n'y avait pas suffisamment d'écoles, il n'y avait pas d'enseignants. Les différents ajustements structurels sont passés par là. Il fallait envoyer des enfants à l'école. C'est ce qui a même donné naissance à un village, une école, après la dictature de Moussa Traoré. Parce que Moussa Traoré ne se souciait pas de savoir que les enseignants, la moitié des enseignants partaient au Gabon ou en Côte d'Ivoire, comme nous autres là. Il a dit que même s'il reste des arbres, il va gouverner sans enseignants. Donc, ça part, la formation, c'est une pyramide, ça part de là-haut pour descendre en bas. Si je peux parler comme ça, pour que le Malien lambda me comprenne. Il faut former les profs de lycée, qui vont former à leur tour les profs des écoles fondamentales. Et c'est comme ça. Et aussi, si les profs de lycée sont mal formés à la base, est-ce qu'ils peuvent ils ne peuvent pas être formés à la base, bien formés à la base si toute l'école va être sans dessus-dessous. D'accord. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut comme solution pour l'école malienne? Qu'est-ce qu'il faut? Une refonte de la République, ce n'est pas l'école. Hein. C'est la République, une refonte. Et puis, les jeunes cadres, ils doivent savoir qu'ils doivent être à l'avant-garde. Mais ce qui est dommage, c'est que depuis la fin du premier régime, il a parlé d'intérêt général, c'est très bien, hein, mais à aucun moment, l'intérêt général n'a été placé au cœur des préoccupations dans notre pays. Il n'y a pas d'éducation civique, il n'y a pas les partis politiques. Même ceux qui sont financés, n'ont pas d'école de formation parce que ce n'est assis sur aucune base idéologique. Mais alors, quand vous travaillez comme ça, il n'y a pas de vision. On ne sait pas où est-ce qu'on veut nous amener. Mais le résultat, c'est ça. C'est le flou artistique. C'est le flou artistique. On n'est pas formé dans les maisons parce que les parents ont d'autres préoccupations. Ils doivent chercher leur pitance du jour au jour. On n'est pas formé dans les écoles parce que le système, il est détricoté. Et les partis politiques ne font aucun effort. La politique devient une échelle pour avoir, comment dire, qu'on emprunte pour... Bon, qu'est-ce que vous proposez comme solution? Il a dit, il nous faut aujourd'hui une vision vis-à-vis du secteur éducationnel, c'est-à-dire réformer de faute en comble. Vous savez, aujourd'hui, on s'acharne sur cette histoire de 10 000 enseignants affectifs. Or, l'éducation à la base, ce n'est pas d'abord les ressources humaines. L'éducation à la base, c'est d'abord un programme pédagogique. D'accord. C'est le fond de ce programme aujourd'hui. Quand vous regardez primaire, secondaire jusqu'au supérieur, vous en conviendrez avec moi que techniquement parlant, les programmes universitaires au Mali aujourd'hui sont obsolètes. Obsolètes au sens où ça ne forme pas bien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un décalage, comme je l'ai tantôt souligné. Donc il faut en soi revoir tout ça. Revoir également nos politiques publiques sectorielles dans tous les domaines. Comment se fait-il que pendant des années, aujourd'hui, on va se rendre compte que ça existe, ça existe dans le secteur de l'enseignement. Demain, ça peut être un autre secteur. Parce qu'il n'y a pas de suivi. Mais déjà, est-ce que cette déclaration va
en tout cas mettre fin à la corruption qui existe dans le système éducatif. Vous êtes dans un pays où la corruption est devenue monnaie courante. En fait, c'est comme un fait qui a été institutionnalisé. Moi, je me dis que ce n'est pas ça le vrai débat. La vraie corruption aujourd'hui, c'est au sommet de l'État. Quand vous êtes dans un pays où vous attendez des faits de corruption avérés à hauteur de milliards. Aujourd'hui, on parle de 33 milliards, mais il y a eu des faits de corruption qui sont plus que ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Absolument rien. Donc, on doit commencer par là pour descendre à ce niveau. Donc, réformer encore une fois le secteur. Et c'est ce qui met fin à ce grand dialogue de Studio Tamani. Nos invités, Koumba Yarissi, enseignante à la retraite, Dr Khalid Dambélé, enseignant-chercheur au Centre de recherche d'analyse politique, économique et sociale CRAPES. Et toutes nos excuses pour la ligne avec Djougamadi Sissoko de la Fédération nationale des parents d'élèves FENAPEM. Débat réalisé par la rédaction de Studio Tamani, mise en onde assurée par Salim Diouara à la régie vidéo Gagné Kanté. Je suis Mohamedou Touré, à demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.